Alors, je disais justement, une des originalités de notre centre, hormis la flexibilité cognitive, comme vous le voyez, est que nous sommes 3 coordinatrices de ce centre et pas un coordonnateur. Et ça, c'est parce que nous trouvons qu'effectivement, des actions collaboratives sont particulièrement importantes à mener et qu'aujourd'hui aussi, dans le leadership, on peut avoir différents types de leadership et nous essayons donc de montrer que c'est non seulement possible, mais aussi souhaitable. Alors, nous travaillons vraiment très étroitement ensemble depuis de nombreuses années avec le professeur Céline Clément et le docteur Amélie Piton. Et nous représentons donc tout ce monde, comme vous avez entendu, de chercheurs cliniciens à travers ces 3 axes dans les sciences humaines et sociales. Et je pense que nous sommes le seul centre en France qui a une aussi forte implication des sciences humaines et sociales. Alors, comme vous voyez là, nous nous appuyons bien sûr sur un grand réseau de partenaires dans ces missions, bien sûr des partenaires institutionnels, notamment les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui sont représentés ce soir par M. Michael Galli, qui est notre directeur général, l'Université de Strasbourg représentée par Michel Deneken, président de l'université, et nos organismes de recherche que je ne vais pas tous citer, de nombreuses filières de santé qui sont affiliées à notre centre, mais avant tout, et ça on y tient, beaucoup d'associations de familles, d'usagers qui nous ont soutenus dans ce projet et avec lesquels nous travaillons sur différents champs de recherche. Alors bien sûr, tout notre centre, à travers de tous les différents axes, ce que nous souhaitons, c'est vraiment répondre au mieux aux besoins de vous, des usagers, des familles. Et c'est pour ça qu'on vous propose chaque année aussi ces discussions pour pouvoir nous inspirer sur les actions finalement à mener. Alors les temps ne sont pas toujours faciles parce que, comme vous le savez, avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, nous avons une forte augmentation de demandes dans nos champs d'activité, et notamment des services de pédopsychiatrie, de pédiatrie, de neuropédiatrie, ont parfois du mal à répondre justement à ces augmentations de besoins. Mais nous comptons sur le soutien institutionnel fort finalement de nos organismes pour pouvoir répondre au mieux, pour assurer qu'il n'y a pas de perte de chance, même dans ces temps un peu difficiles. Alors nous avons souhaité vous présenter quelques actions phares qui intéressent peut-être particulièrement les familles que nous avons menées au cours de cette dernière année. Ce sont des courtes pastilles et demain, pendant notre journée de recherche, on va beaucoup plus vous les détailler. Alors je passe d'abord la parole à Céline Clément pour l'axe sciences humaines et sociales pour nous expliquer les missions sur lesquelles qu'elle coordonne actuellement. Céline. Merci. Donc oui, je coordonne l'axe sciences humaines et sociales, sciences de l'éducation et éthique. Alors les axes forts des SHS, c'est la question de l'inclusion scolaire, et pas seulement vue par les psychologues ou les enseignants, mais aussi en collaboration avec les services de pédopsychiatrie. On a aussi plusieurs actions autour de la psychoéducation, donc accompagnement des familles et des personnes qui présentent des troubles du neurodéveloppement, que ce soit le trouble du spectre de l'autisme, mais aussi le TDAH, et chez l'enfant comme chez l'adulte. Et on est très soucieux depuis de nombreuses années sur le fait d'avoir des données probantes pour accompagner les familles. Et donc en 2021, les réalisations phares, parmi les réalisations phares, il y a le développement d'un programme par Jennifer Higg qui s'appelle « Accompagner mon ado avec de l'autisme dans ses particularités et vers l'indépendance », donc soutenu par la SAT Connectus, et agir pour mieux communiquer avec mon enfant en collaboration avec 3 établissements médico-sociaux. Donc là, on est dans le champ du trouble développemental du langage. Et dans les projets phares pour l'année prochaine, parmi les projets, donc on a une collaboration encore avec Adèle Deklovitz pour l'évaluation des dispositifs d'autorégulation, donc dans le versant inclusion scolaire, un programme pour l'accompagnement des adultes avec autisme qui ont un diagnostic à l'âge adulte, et puis encore les collaborations avec nos collègues de l'Université de Paris. Donc là, c'est une collaboration entre les collègues de la psychologie, Odile Romer, mais aussi Maria Poparok. Donc c'est une ALR qui porte sur l'inclusion des enfants avec autisme à l'école. Donc ça, voilà, on poursuit dans la veine de la psychoéducation, de l'inclusion scolaire, en collaboration toujours avec les services cliniques, puisque ici on a un tissu qui est assez fort sur ce point. Voilà. Je laisse la parole peut-être à Amélie. Donc pour ce qui est de l'axe biologie-chimie, je ne sais pas si on voit.
On regroupe plusieurs équipes qui ne sont pas présentées ici, mais qui travaillent dans le champ de la biologie, de la chimie, en collaboration étroite avec également les services cliniques, avec certaines personnes qui sont à la fois chercheurs, mais aussi qui travaillent à l'hôpital ou universitaires. Et donc, on regroupe différentes équipes avec différents champs disciplinaires qui s'intéressent à identifier des nouveaux gènes impliqués dans l'autisme et dans les autres troubles du neurodéveloppement, et à comprendre un petit peu également les mécanismes moléculaires et cellulaires qui sont impliqués dans ces troubles du neurodéveloppement, avec différents modèles, différents modèles animaux, des modèles cellulaires, etc. Alors, par exemple, des projets, je ne dirais pas que c'est un projet phare, mais c'est un projet qui illustre finalement la transdisciplinarité des équipes de Strassund, s'intéresse à une forme monogénique, donc une forme génétique fréquente, enfin on dit fréquente, mais parce qu'elles sont toutes assez rares, donc c'est une des moins rares parmi les rares, qui cause donc un trouble du neurodéveloppement caractérisé par une déficience intellectuelle et des troubles du spectre autistique au premier plan. Et donc c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Irkara. Et donc à Strasbourg, on a différentes équipes et différents champs disciplinaires qui s'intéressent à ce syndrome, où on a pu donc travailler sur à la fois la génétique, travailler sur des modèles cellulaires, des modèles souris également, et également une collaboration très forte avec les services cliniques pour caractériser mieux le syndrome au niveau neurologique, neurocognitif, et travailler sur le profil aussi sensoriel des enfants. Donc, pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir tous ces champs disciplinaires réunis au sein du même réseau, où on peut vraiment aller de la génétique à la chimie. Alors, je ne vais peut-être pas présenter en détail, parce qu'on va aller vite là-dessus. Vous voulez que je présente ça très rapidement? Oui. Donc voilà, pour vous illustrer donc, ce qu'on fait sur ce syndrome, donc, on travaille sur répertorier toutes les mutations génétiques qui sont identifiées chez les individus atteints du syndrome d'Irkara. Donc, on essaie de comprendre l'effet des mutations et on essaie de comprendre la fonction du gène et ce que fait finalement une altération de ce gène, à la fois dans des modèles cellulaires et des modèles souris. Et puis du côté de la prise en charge, on essaie de mieux comprendre finalement le syndrome, de mieux le définir cliniquement, et donc ce que je vous disais, de caractériser le profil neurocognitif et neurosensoriel, donc avec une collaboration avec les pédopsychiatres, les neuropédiatres, les généticiens cliniciens, etc. à l'hôpital. Voilà. Très bien. Et pour l'axe clinique, j'ai choisi aussi un projet parmi d'autres. On va vous présenter peut-être d'autres initiatives demain. Et c'est justement un axe recherche participative. Alors, comme vous le savez peut-être, les grands organismes de recherche aujourd'hui soutiennent fortement, notamment l'INSERM, le PDG de l'INSERM, Gilles Bloch, la recherche participative dans tous les domaines. Alors, ça veut dire quoi? Bien sûr, les familles sont toujours très motivées pour participer aux recherches. Là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, les familles vont donner des idées de recherche. On travaille avec les chercheurs à la création de projets de recherche qui en découlent très concrètement. Alors, juste pour vous illustrer comment ça fonctionne dans le champ des troubles du neurodéveloppement, alors Claire Compagnon, ici présent, est vraiment, je dirais, la personne en France qui est moteur de toutes ces initiatives dans le champ de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. Et sous un but avec l'INSERM et le CNRS, ont été créés un groupe qui s'appelle le groupe de réflexion des associations de personnes concernées pour la science, le GRAPS, qui regroupe une douzaine d'associations de familles et d'usagers dans le domaine de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, qui est en fort lien avec le Conseil national des TSA et des TAD et le comité opérationnel aussi. Et ce groupe a réfléchi à une thématique commune sur laquelle ils allaient travailler pendant une année avec des chercheurs pour créer un peu une cartographie de l'existant et pour impulser de nouveaux axes de recherche. Alors, pour vous illustrer ça un peu en image, là vous voyez les différentes associations de recherche et leurs représentants. Le thème choisi, alors bien sûr ça m'a fait très plaisir, c'était le sommeil et les troubles du rythme. Pourquoi? Parce que les troubles du sommeil sont vraiment très fréquents, c'est une dimension touchée dans quasiment tous les troubles du neurodéveloppement. Entre 30 et 80% des enfants avec troubles du neurodéveloppement ont des troubles du sommeil sévères ou modérés, et si c'est le cas, ça impacte beaucoup sur le fonctionnement du lion, sur leur comportement, sur la sensorialité, sur la cognition. Alors j'étais donc contactée parce que je coordonne avec mes collègues ce centre Strassund et nous avons un axe fort en sommeil. Et moi, effectivement, je coordonne au sein de notre groupement de recherche, le GDR Sommeil, qui a été labellisé par l'ITMO Neurosciences en 2015, un groupe neurodéveloppement. Alors là, il y a des chercheurs fondamentaux avec vous, les chercheurs cliniciens
cliniciens qui sont tous intéressés au sommeil et au neurodéveloppement et qui étaient partie prenante pour rejoindre donc ces associations pour travailler avec eux. Et nous avons invité d'autres collègues éminents comme Jean-Louis Model, qui est très investi dans la recherche participative parce qu'il a créé la première base de données en génétique où les familles entrent directement des données, des informations. Ghislaine Dehaene de Neurospin à Paris, Mohamed Jaber qui crée des modèles animaux des troubles du neurodéveloppement. Et nous nous sommes mis à travailler ensemble parmi de nombreuses réunions. Nous avons créé des groupes de travail, chaque fois composés donc de usagers, de représentants des associations et de chercheurs. Et nous avons élaboré donc une cartographie de l'existant en retournant aussi à la base et en cherchant à nouveau les témoignages des familles, des personnes concernées, mais aussi des soignants. Et nous avons, pour ceux que ça intéresse, tout ça c'est disponible en replay, créé un colloque en juin 2021 qui a représenté ces différentes initiatives de recherche qui a reflété l'existant. Et ce n'est pas fini là, ça c'était un travail pour une année où finalement on a appris le même langage, on a appris à travailler ensemble et maintenant on va candidater pour différents projets de recherche. En France, on a déjà eu du succès parce que l'ANR a financé un axe au sein de la nouvelle cohorte de naissance pour les enfants à risque d'autisme et de troubles du neurodéveloppement qui s'appelle Marianne. Et donc, on aura un axe là-dedans sur le sommeil et développement sensoriel-moteur précoce. Et nous allons appliquer à un financement européen avec les familles, justement, pour novembre 2022, pour faire avancer ce domaine de recherche basé sur ce que les familles ont élaboré avec nous. Et tout ça, retrouvez bien sûr aussi sur notre site. Mais j'aimerais bien maintenant inviter Madame Claire Compagnon qui nous fait le grand honneur d'offrir cette soirée. Claire Compagnon est la déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement, un fort soutien dans le domaine de la recherche, de la clinique et qui a fait énormément avancer les choses et qui va ouvrir cette soirée avec nous. Je crois qu'il faut que je me mette près du tableau, c'est ça? En fait, un grand tableau, voilà. Voilà, très bien. Bonsoir à tous. Merci, chère Carmen, de cette invitation à venir écouter à la fois, bien évidemment, tout ce qui relève de l'activité de votre centre d'excellence, et puis bien évidemment la conférence du professeur Doré qui va suivre. Voilà, peut-être pas, je ne vais pas être très très longue, juste vous dire qu'effectivement on a maintenant depuis 2018 une très forte mobilisation sur la question de l'autisme dans notre pays. Pourquoi? Vous êtes bien placé pour le savoir, parce que ça touche de plus en plus d'enfants. Il y a eu une publication par le CDC, l'instance américaine de santé publique, qui a publié des résultats là, sur la prévalence. Et ils annoncent des chiffres à 1 pour 44 enfants, ce qui est une naissance, voilà, ce qui est sur juste le champ de l'autisme, ce qui est considérable. Si on ajoute tous les autres enfants qui vont poser des troubles du neurodéveloppement, c'est encore plus. Donc voilà, il y a un sujet de santé majeur. Il y a bien évidemment un sujet de qualité de vie et d'accompagner correctement les parcours de vie des personnes. Et pour cela, le président de la République, en 2017, avait décidé, souhaité en tous les cas que la question de l'autisme devienne une question plus prioritaire dans les politiques publiques. Il m'a fait l'honneur de me proposer de conduire ce travail-là, à la fois le travail qui a précédé l'élaboration de la politique publique, un travail de concertation avec les associations, les parties prenantes, les professionnels, les chercheurs, bien évidemment, tous ceux qui concourent de près ou de loin à l'accompagnement des personnes. Et puis, voilà, et nous avons donc créé une délégation interministérielle qui est en charge de piloter et de... Voilà, si je pouvais le dire avec une formule, non pas que j'aime particulièrement les formules, mais voilà, l'idée c'est quand même de changer la donne, puisqu'il est avéré que nous avons dans notre pays beaucoup de choses à faire évoluer, à bouger. Les familles qui nous écoutent ce soir le savent bien, puisqu'elles le vivent au quotidien. Voilà, donc on a à développer l'école plus inclusive, à développer l'accès aux
au diagnostic, on a développé évidemment la recherche et on est en plein au cœur de ce sujet avec la réunion de ce soir, mais aussi bien évidemment à se préoccuper de la situation des adultes. Voilà, ce que je peux dire, c'est, je crois, et je pense que tout le monde est assez d'accord pour dire que nous faisons aujourd'hui beaucoup plus que ce qui n'a jamais été fait dans notre pays sur ce sujet-là, avec une vraie difficulté que je porte moi en pilotant cette politique publique, qui est à la fois de penser les choses pour structurer, pour développer, pour inscrire de manière pérenne et durable tous les changements qui doivent être apportés. Et puis, bien évidemment, l'autre tension, elle est extrêmement forte et c'est logique, qui est de répondre aux situations d'urgence que vous vivez, actuellement, alors qui sont en plus majorées par cette période de crise sanitaire qui n'en finit pas. Voilà, donc on a cette volonté, en tous les cas, à la fois d'apporter des réponses là, dans l'immédiateté des besoins des personnes, et puis évidemment de faire que notre pays se mette à la fois en termes de qualité, en termes de recherche, en termes de réponse à la hauteur des besoins et du nombre de personnes qui sont concernées par ces troubles du neurodéveloppement. Voilà, c'est un enjeu très très fort. On n'y arrivera pas. Moi, j'ai été nommée en 2018. Vous pensez bien que le travail il est bien plus long que ça et qu'on est engagé sur les questions de recherche comme sur bien d'autres, sur beaucoup d'années. Mais en tous les cas, je crois que par rapport à des moments où on peut un peu désespérer, ou en tous les cas trouver que les choses ne vont pas assez vite, voilà, dire que ce n'est pas juste une déclaration, mais voilà, qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'argent qui ont été rajoutés, beaucoup de dispositifs. Voilà, juste, je cite un chiffre parce que je trouve que c'est important de le dire. Voilà, depuis 2019, on a créé le dispositif de repérage et d'intervention précoce dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Voilà, on avait prévu qu'on aurait repéré 12 000 enfants au 31 décembre 2021 et au 1er septembre, nous sommes déjà à 15 000 enfants. Alors ces chiffres-là, ils veulent rien dire, ils veulent juste dire une chose, c'est qu'il y a aujourd'hui 15 000 enfants qui sont rentrés dans un processus d'accompagnement et de soins. Et ça, je crois que c'est extrêmement important pour tout le monde de le savoir et d'y concourir. Voilà, donc merci à vous en tous les cas de vous mobiliser. J'aime assez bien l'idée que tout cela fonctionne grâce à des femmes. Voilà, je vais faire un tout petit couplet comme ça. Vous me pardonnerez, monsieur le directeur général et monsieur le président de l'université. Mais voilà, il y a une vitalité, un engagement qui est là et je vous remercie. Et c'est collectivement qu'on arrivera à changer la donne en matière de troubles du neurodéveloppement et de réponses adaptées aux besoins des familles et des personnes. Voilà, en tous les cas, c'est ce à quoi je m'engage et je travaille tous les jours. Merci à vous. Merci beaucoup. J'invite Michael Galli, qui est directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg également, à un mot de bienvenue pour les familles. Alors, je vais bien rester dans relax. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux de participer à la séance inaugurale des travaux que vous avez menés sur ces 2 journées. Donc moi, je suis Michael Galli, je dirige les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et c'est l'occasion pour moi, bien évidemment, de m'adresser à l'ensemble des personnes ici présentes, des familles, bien sûr, mais également des équipes du CHU, des équipes de psychiatrie, de pédopsychiatrie en particulier, et puis les équipes de pédiatrie, puisque ça a déjà été beaucoup dit, en fait. Les prises en charge sont de qualité lorsqu'elles sont interdisciplinaires. Évidemment, dans un CHU, avec une mission de soins, d'enseignement et de recherche, l'interdisciplinarité se crée dans la maison CHU, mais le CHU de Strasbourg se situe dans un écosystème extrêmement favorable au travail interdisciplinaire, avec bien sûr les laboratoires de recherche et la force et la puissance de l'Université de Strasbourg. Et je crois que les premières diapos ont bien présenté la grande dynamique interdisciplinaire. Et je crois que c'est dans ce travail d'interdisciplinarité que l'on arrive à construire
qu'on comprend les phénomènes et qu'on arrive derrière à mieux les traiter, mieux les aborder. Et vraiment, l'écosystème strasbourgeois est de ce point de vue extrêmement dynamique. Et puis, le CHU, c'est bien évidemment un lieu de soins. Le CHU de Strasbourg a beaucoup investi ces dernières années, et c'est son rôle, dans des bâtiments, dans des sujets d'innovation. On pense à la robotique chirurgicale, qui a évidemment toute son importance. Et la réflexion qui est la nôtre dans une période extrêmement compliquée avec la crise sanitaire, extrêmement compliquée dans le cadre de l'évolution hospitalière, dans la réflexion que l'on mène et que l'on appelle plan d'avenir pour les US, nous avons décidé de prioriser quelques filières. Évidemment, on travaille sur toutes nos filières, mais quelques filières sur lesquelles on veut mettre un zoom particulier, celle d'une forme de médecine de proximité qui répond aux besoins de santé, parmi lesquels les besoins des urgences, les besoins autour de nos aînés et des personnes âgées, et les besoins autour de la santé mentale. La santé mentale est évidemment un axe fort de nos prises en charge, mais c'est un axe qu'on a envie de prioriser encore davantage. Ça veut dire quoi, le prioriser encore davantage? Ça veut dire évidemment accompagner la dynamique des équipes, puisque pour ceux qui connaissent nos équipes, elles sont dynamiques, elles répondent à des tas d'appels à projets, elles ont des centres de référence, des centres d'excellence, et pour une direction de CHU, évidemment, il faut accompagner les forces vives, et la pédopsychiatrie et la pédiatrie aux US font partie de ces services dynamiques. Mais par ailleurs, pour celles et ceux qui ont eu à fréquenter l'activité de pédopsychiatrie aux US, vous savez qu'on a un site historique qui est situé dans le quartier de l'Elzo. Ce site a rendu service. On peut remercier ce site pour les services qu'il a rendus à la population, mais ce site a vécu. Ce site a vécu, son architecture a vieilli, et l'un de nos principaux projets au CHU, et j'espère que nous pourrons le concrétiser très rapidement, notamment dans le cadre des réflexions autour du Ségur, c'est de relocaliser l'ensemble des activités de psychiatrie qui sont sur le site de l'Elzo, sur le site du centre-ville. Parce qu'évidemment, la qualité d'une prise en charge ne se résume pas à une qualité bâtimentaire, c'est bien plus important que ça, mais dans le domaine de la santé mentale, on sait aussi que les lieux, les configurations, les espaces s'inscrivent dans une amélioration possible des prises en charge. Et le CHU met aujourd'hui toute son énergie pour faire aboutir ce projet et pour qu'on puisse remercier l'ELSO des services qu'il a rendus et d'ouvrir une nouvelle page avec une relocalisation de ses activités en centre-ville et en m'adressant bien sûr aux professionnels et aux familles. Je sais que c'est probablement attendu, espéré, souhaité, c'est un ancien projet et je crois que sa réalisation n'a jamais été aussi imminente. On aura l'occasion d'y revenir dans les tout prochains jours. Voilà, je ne serai pas plus long sur le sujet. Je vous souhaite en tout cas d'excellents travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai également le grand plaisir et l'honneur d'inviter le président de l'Université de Strasbourg, Michel Deneken, à vous présenter quelques mots. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord, bienvenue à Madame la déléguée interministérielle, Claire Compagnon. J'ai eu la chance d'être... alors, je n'étais pas invité pour elle, mais j'ai eu la chance d'être à la remise de la Légion d'honneur par le président de la République, sous les ordres de l'Élysée, puisque le professeur Maresco a été honoré de la même manière ce jour-là. Il y avait 6 personnes qui ont été dans les métiers de santé ou qui y sont toujours, et cette palette était assez extraordinaire de Madame Compagnon, professeur Maresco, et le jeune homme de à peine 35 ans, je ne sais pas combien, qui a inventé le fameux l'application Covid. Voilà. Donc, c'est à quel point la dynamique en France dans la recherche médicale est très forte et mérite les reconnaissances les plus élevées de la République. Je voudrais d'abord saluer aussi les 3 femmes, les 3 grâces, Philippe et Céline, Carmen, Céline et Amélie, parce qu'elles incarnent, dans le sens fort du terme, l'interdisciplinarité qui est au cœur de la recherche dans cette université, un grand pôle bio-chimique, sciences de la vie et de la santé, un grand pôle sciences humaines et sociales, il y a un pôle clinique. Et cela
est possible parce que nous sommes une grande université, il y a une masse critique qui fait que l'INSERM, le CNRS, les hôpitaux sont complices, peuvent créer des réseaux. Et puis, je veux aussi souligner que ce centre d'excellence depuis 2020 l'est parce que dans les catacombes de la recherche, quand ce n'était pas encore populaire, quand il n'y avait pas encore de cause nationale, Madame la déléguée, bien, des femmes et des hommes y ont cru. Y ont cru parce que c'était une chose très complexe à identifier. Pour avoir moi-même un neveu asperger qui a aujourd'hui 32 ans et qui est informaticien, vous ne serez pas étonnés, ça a été difficile pour la famille, d'autant que leur père et mère étaient tous les deux pédagogues en Finlande et que c'est très compliqué, même dans ces pays très avancés, il y a 30 ans, c'était très difficile d'en parler, de le diagnostiquer, etc. Donc c'est aussi votre magnifique persévérance qui a été récompensée par la création du centre d'excellence et qui aujourd'hui, ça va être un lieu phare en France, je le répète, parce que nous avons des synergies entre l'hôpital, une grande université de santé, c'est un grand CHU, qu'on le veuille ou non. C'est des organismes de recherche et c'est des femmes et des hommes passionnés. J'ai voulu être là ce soir pour accueillir Madame Compagnon, qui nous fait l'honneur d'être avec vous, je crois, les 2 jours, pour saluer nos 3 professeurs et chercheuses, mais aussi parce que c'est la soirée des familles. Et je voudrais insister là-dessus. C'est une autre dimension importante de la recherche médicale dans notre université. Nous sommes très engagés comme université européenne sur ce qu'on appelle precision medicine, médecine translationnelle, du lit du malade au laboratoire, en passant par l'hôpital et l'université. Et c'est la soirée des familles. Je sais pour avoir été à l'association Adèle de Globitz, accompagnant des familles de polyhandicapés, vous connaissez cette phrase terrible de Gilles, de famille je vous hais, porte close, possession jalouse. Mais peu de gens savent à quel point les familles souffrent, mais en même temps sont le lieu dont nous avons besoin. Elles ont besoin d'être accompagnées, mais elles sont aussi actrices des progrès. Il y a, cher Michael, le concept du malade expert, du patient expert. À Strasbourg, on est assez en pointe là-dessus. C'est dans la même logique. Je crois que vous êtes famille expert, je me permets, je ne sais pas si ça a été dit, famille expert touchée. Touchée, ça veut dire on a le droit de dire que ça fait mal. On peut ne pas être heureux d'avoir un enfant à problème. En tout cas, au début, peut-être après, certaines familles nous disent, ça leur permet aussi un cheminement intense, extraordinaire dans les relations tissées en famille, en association. Et je termine là-dessus, peut-être pour Madame Compagnon, il y a aussi une caractéristique, alors qui est alsacienne, c'est la constellation du nombre d'associations, parce que le tissu associatif en Alsace est très important, des fondations, il y a 3 fondations d'ailleurs de droit local, le phare, Adèle de Globitz et Saint-Vincent-de-Paul, sont des fondations œcuméniques à l'origine, extrêmement dynamiques, elles ne sont jamais enfermées dans le conservatisme des associations. Donc je veux les saluer aussi, les familles, les associations, les fondations, sans lesquelles, je crois, la dynamique, Madame Lévy, que vous êtes chargée d'impulser, ne pourrait se faire. Je termine. Je crois qu'on peut penser ce qu'on veut des plans nationaux, et nous sommes un pays jacobin, on le veuille ou non, et il faut des impulsions qui viennent du sommet de l'État. On pense au plan cancer qui, malgré les rires de ceux qui sont restés spectateurs, a fait beaucoup bouger les lignes. À Strasbourg, la recherche dans ce domaine-là est importante. Donc, je voudrais aussi saluer les impulsions de l'État auxquelles nous répondons volontiers. Donc, je vous souhaite une belle soirée des familles. Puis je vois que notre médecin conférencier touche un problème. On voit à quel point la réalité de l'autisme est une réalité extrêmement complexe, qui va du physique, le chimique, au comportement, à la socialisation. Et je pense que c'est quelque chose qui est une marque de fabrique de notre université. Et je voudrais donc vous remercier d'être là, puis remercier donc encore une fois, parce qu'aujourd'hui on est dans la lumière, mais dans l'ombre aussi, Amélie, Céline et Carmen, vous tirez nos maisons vers le haut, et au fond au bénéfice de nos enfants, parce que c'est quand même ça. C'est dans la guérison, du moins le mieux-être, d'une société inclusive à laquelle nous voulons travailler. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis bon travail. Merci. Alors, sans plus tarder, j'invite le Dr Joël Doré de nous rejoindre.
Alors, ces dernières années, vous avez vu beaucoup d'articles grand public, de livres d'ailleurs, sur l'axe intestin-cerveau en général, et avec en particulier dans le domaine justement des troubles du développement et de l'autisme. Et le docteur Joël Doré est un éminent expert dans ces domaines. Les familles nous posent, je dirais, de façon hebdomadaire des questions. Comment on peut faire, où est-ce qu'il en est la recherche et à quel point est-ce qu'on peut déjà transférer finalement les résultats de recherche en clinique. Et le docteur Joël Doré va vous répondre à toutes ces questions après une présentation initiale. Merci beaucoup. Merci. Non, pas de souci, on va gérer la technique. Et je voudrais, Madame la déléguée interministérielle, Monsieur le Président de l'Université, je vous remercie, Monsieur le Directeur général des hôpitaux, dire combien je suis admiratif en fait de ce qui se fait ici à Strasbourg auprès de Carmen, Céline et Amélie. Remercier aussi Romain Coutel et Marie Ressin qui ont géré la logistique qui me permet d'être ici devant vous à cet instant. Donc, je vais vous parler de l'alimentation, microbiote, santé, des leviers dans l'autisme. Vous me dites quand c'est bon. Est-ce que ça va peut-être? Oui, voilà. Voilà, parfait. Synchronisation. Donc, je suis directeur de recherche INRAE, pas médecin. J'ai énormément de témoignages en fait, qui m'arrivent de familles, d'enfants, autistes notamment, et qui me mettent dans l'embarras un petit peu parce que n'étant pas médecin, je n'ai aucune prescription à faire et assez peu de conseils à apporter. J'espère que quand même je vais éclairer un petit peu ce domaine bien compliqué. Je vais commencer par souci de transparence, par déclarer des liens d'intérêt. Je fais énormément de conférences, certaines sont financées par des industriels, de l'agroalimentaire ou de la pharma. Je fais également de la coordination éditoriale, donc j'ai contribué à l'édition du livre Le microbiote intestinal, un organe à part entière, il y a quelques années de ça, 2017, de la recherche translationnelle également, financée en partie par l'industrie, et puis je suis également cofondateur et conseil scientifique de quelques petites sociétés qui sont indiquées ici, MadPharma, Novobiome et GMT. Alors je vais vous parler de l'humain, microbien. Nous sommes microbiens, nous sommes écosystème et symbiose. Chacun de nous interagit en permanence avec 50 000 milliards de bactéries et bien d'autres micro-organismes encore qui sont présents sur la peau et au niveau de toutes les interfaces muqueuses de l'organisme. C'est dans la sphère orale et respiratoire, c'est au niveau de la sphère urogénitale et bien sûr dans les intestins où on trouve la plus grande richesse et diversité de micro-organismes. Alors, on l'étudie aujourd'hui avec des outils moléculaires, des outils de séquençage, et on peut caractériser les gènes. Donc, on caractérise le microbiote au niveau des gènes, et on peut dire aujourd'hui en moyenne que chaque individu héberge 600 000 gènes microbiens, ce qui est énorme, 25 fois la taille du génome humain. Incidemment, 50 000 milliards de bactéries, c'est le nombre de cellules humaines dans l'organisme. Juste un petit zoom, rapidement, sur ce dont je vais parler, le microbiote intestinal et comment ça s'organise un petit peu. Donc, il est présent dans le contenu intestinal et il est séparé du reste de l'organisme par les cellules épithéliales intestinales. C'est une monocouche de cellules. Une seule couche de cellules humaines qui sépare le contenu de l'intestin et la voie sanguine et les organes par ailleurs, qui est recouverte de mucus et remplie pour le contenu intestinal de micro-organismes, comme on l'a dit, des bactéries, des virus, des archées, des champignons, des levures. Alors quand tout va bien, il y a un dialogue permanent, comme on peut bien l'imaginer, entre les microbes et les cellules, qui est un dialogue paisible et plutôt protecteur en fait dans les conditions normales. La barrière, on appelle la barrière, est saine, et puis c'est fragile, c'est un écosystème, c'est un système fragile qui peut se dégrader, donc il y a perte de mucus, il y a perméabilité intestinale qui va laisser passer énormément de signaux vers la voie sanguine. Ce passage de composés alimentaires et microbiens va très souvent générer de l'inflammation et potentiellement des symptômes intestinaux avec parfois des douleurs qui certainement ne sont pas toujours faciles à détecter chez l'enfant très très jeune. Alors je vais organiser ma présentation en 3 grandes parties. Une partie sur l'étude des microbiotes humains, une partie sur microbiote et symbiose et comment ce qui compte c'est la relation qu'on exerce avec nos microbes. Et puis enfin, j'ai élaboré sur la symbiose dans ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Alors le microbiote intestinal, on avait appris à le connaître depuis longtemps,
mais il fallait pouvoir cultiver les microbes au laboratoire sur des boîtes de pétri notamment, comme c'est présenté ici en haut à gauche. Et on s'était rendu compte que quand on compare ce que l'on fait pousser au laboratoire à ce que l'on compte sous un microscope, il y avait un décalage énorme. En fait, on ne voyait que à peu près 30% du microbiote intestinal dominant chez l'homme, ce qui est compliqué quand on veut renseigner un nutritionniste ou un médecin. Alors on a développé des outils qui permettent de réévaluer complètement l'intégralité du microbiote intestinal dominant avec des approches indépendantes de la culture qui s'appuient sur l'ADN qui est représenté ici par cette double hélice principalement. Alors on a deux grandes méthodes. La première qui a été développée dès les années, fin des années 80, début des années 90, qui consiste à utiliser un gène unique, qu'on appelle sémantique, qui est un marqueur de l'évolution des espèces présentes sur la planète. En fait, c'est pas que les microbes, et qui a permis de caractériser de façon assez précise les bactéries dominantes. Et puis depuis le tournant du siècle, on utilise le séquençage de génome complet pour la caractérisation de ce qu'on appelle les métagénomes ou le microbiome. Il y a énormément de sciences, d'analyse des données qui finalement nous permet d'avancer sur ces connaissances. Et ça a conduit à des connaissances un peu nouvelles. L'illustration qui est ici, c'est en fonction du nombre d'individus étudiés, un peu plus de 1200 sur cette illustration, le nombre de gènes de micro-organismes identifiés. Et en 2014, une publication d'un catalogue caractérisant le microbiote de 1267 individus, européens, chinois et américains, nous a indiqué que l'on avait au moins 10 millions de gènes dans notre écosystème intestinal. Alors, chaque individu en moyenne 600 000, et au total sur une population de 10 millions, ce qui souligne qu'il y a énormément de gènes qui sont rares, qu'on va trouver occasionnellement chez certains individus, qui vont être des marqueurs de la biodiversité intérieure de cette personne, en fait, puisque c'est vraiment potentiellement une signature. Et puis, il y a des gènes qui sont partagés, qui correspondent à des espèces qui sont conservées. C'est ce qui est représenté en rouge ici. Et ce dont on se rend compte, c'est que dès les premiers 100 individus caractérisés, on avait capturé cette information de la génétique du microbiote intestinal. On a des collègues belges qui sont amusés à calculer combien il faudrait caractériser d'individus pour que la courbe arrête de monter, en fait. Et ils nous disent qu'il faudrait à peu près 40 000 individus sur la base des données disponibles aujourd'hui en Belgique. Potentiellement sur le monde, on peut imaginer qu'il faudrait évidemment beaucoup plus. Et une vision mondiale est en cours de construction. Aujourd'hui, j'en parlerai un tout petit peu. À l'issue de cette diapositive, en fait, on démarre en France l'année prochaine avec, c'est une démarche pluri-institutionnelle avec l'INSERM, avec la PHP, un projet que l'on appelle le microbiote français, le French Gut, qui va s'appuyer sur une contribution citoyenne et qui va viser la caractérisation de 100 000 microbiomes intestinaux de citoyens français. Il associe à la fois un panel d'institutions publiques, quelques partenaires industriels et la fondation du microbiome. Alors ce projet-là s'inscrit dans un projet au niveau mondial qui va caractériser 1 million de microbiomes et qui va recouvrir, si tout va bien, l'ensemble de la planète. Alors on a caractérisé les microbiomes de l'adultes, comme je le disais. Donc en haut à gauche ici, à peu près 10 millions de gènes ont été identifiés. Pour l'enfant, on a identifié 13 millions de gènes dans le microbiome de l'enfant. Et puis, quelques microbiomes animaux ont été caractérisés. Mon institut s'intéresse beaucoup à ces microbiomes, donc ça explique un petit peu cette addition. Et puis, on caractérise aujourd'hui le microbiote de la bouche et de la peau pour avancer sur les microbiotes associés à l'homme, tous pouvant être pertinents à leur niveau. Quand on a caractérisé un grand nombre d'individus, on a pu enfin poser la question de ce qui était commun entre les humains. Et ce que cette diapositive illustre, c'est le fait que, alors que chaque individu est porteur d'à peu près 300 espèces microbiennes intestinales en dominance, eh bien seulement 18 ont été identifiés comme très conservés chez plus de 95% des individus caractérisés. Donc c'est une petite fraction de la diversité, de la richesse microbienne que chacun de nous héberge. Et puis on a eu deux surprises dans ces travaux, assez rapidement en fait dans leur mise en œuvre. La première a consisté à observer que quand on s'intéresse à l'organisation écologique globale de l'écosystème intestinal chez un grand nombre d'individus, eh bien on n'a pas, comme on s'attendait à avoir, un individu moyen et puis une distribution homogène autour de cet individu. Ce qu'on a observé, c'est 3 organisations écologiques différentes dans une population de plusieurs centaines d'individus, chacune dominée par un genre de bactéries particulier,
et nos collègues américains nous ont très rapidement dit après cette publication, ah mais c'est intéressant, quand on regarde nos concitoyens américains, on se rend compte que celui qui est en rouge ici, dominé par Bacteroides, il est plutôt important chez les individus chez nous qui fréquentent les fast-foods. Les gens qui consomment des fruits et légumes, c'est plutôt les écologies dominées par Ruminococcus ou Prevotella qui sont présentes. Donc on voit qu'il y a une relation immédiate avec les habitudes de vie, notamment les habitudes alimentaires, qui va impacter le devenir du microbiote intestinal dans la vie. C'était la première surprise où on s'attendait à avoir une courbe en chapeau, j'ai envie de dire, dans la distribution. Et la deuxième surprise, ça a été quand on a regardé un petit peu en population, ici près de 300 individus, comment s'organise la population en nombre d'individus en fonction du nombre de gènes dans le microbiome. Nombre de gènes qui s'étale entre un peu moins de 200 000 et un peu plus d'1 million en réalité. Et ce que l'on voit, c'est que la courbe bleue ici, elle nous montre que là encore, on n'a pas une distribution habituelle en chapeau, comme beaucoup de paramètres de la biologie humaine, mais on a un épaulement, on a en fait une bimodalité, avec une fraction de population à microbiote appauvri et une fraction de population à microbiote enrichi. On se rend même compte, puisque les courbes oranges ici présentent les écologies dont je parlais, que l'écologie Bacteroides, elle est un petit peu partagée, avec certains individus de l'écologie Bacteroides avec un microbiote pauvre, une grande partie en réalité, et on a pu démontrer depuis que ceux-ci sont ceux qui sont le plus à risque de développement de maladies chroniques. Voilà. Et puis il y a un autre domaine qu'on explore qui est le dialogue entre les bactéries et les cellules. Donc ça nous conduit à potentiellement espérer développer des médicaments nouveaux. On utilise pour ça une technologie qui a été bien éprouvée, notamment utilisée pour caractériser la relation entre des pathogènes, des agresseurs et des cellules humaines. Des cellules humaines qui sont manipulées pour faire une couleur ou de la lumière quand on active une voie particulière. Et dans notre cas, ce qu'on a rajouté à ça, c'est l'aptitude à extraire les bactéries, puis leur contenu génétique, à cloner ce contenu génétique dans des Escherichia coli et à ensuite caractériser l'interaction de ces Escherichia coli porteurs d'un bout de génome de bactéries intestinales, pour la grande majorité jamais cultivées au laboratoire, et pour en étudier les interactions avec les cellules humaines. On a commencé à publier sur ce domaine assez récemment, 2007 est la première date de publication. Et on caractérise la relation entre les microbes et les cellules humaines dans différents domaines comme l'immunité, la prolifération cellulaire, le métabolisme et également la production de petites molécules endocrines qui sont actives au niveau du cerveau et qui sont produites principalement par des cellules spécialisées de la paroi intestinale. Actives au niveau du cerveau pour réguler par exemple la prise alimentaire pour celles qui sont indiquées ici. Donc quelques messages sur cette première partie. Nous sommes microbiens, nous sommes écosystèmes, sauf pour quelques rares espèces bactériennes, nos microbiotes diffèrent beaucoup entre individus et restent plutôt stables au cours du temps. Je ne l'ai pas illustré, mais sauf prise d'antibiotiques, sauf traitement particulier, sauf chirurgie ou vraiment changement alimentaire drastique, nos microbiotes sont remarquablement stables avec le temps. Voilà, j'avais prévu de laisser ouvert à des questions. On a beaucoup parlé avant que je prenne la parole. Je ne sais pas si je dois me laisser aller. Je veux bien prendre une question, en fait. À chaque fois que j'ai une pause comme ça va permettre d'ouvrir un petit peu la discussion. Est-ce que j'ai une question dans la salle? Ce sera plus facile, je pense, que... Oui? C'est un microbiote détruit par l'antibiotique, c'est reconstruit les dents. Oui, est-ce que le microbiote détruit par l'antibiotique se reconstruit? En fait, c'est un domaine dans lequel on a démontré qu'il y a effectivement une résilience. C'est-à-dire qu'on va perturber très sensiblement l'écosystème. Il y a certains groupes bactériens qui vont totalement disparaître de la dominance. On ne les voit plus, mais ils sont encore présents. Et en général, après l'arrêt du traitement antibiotique, en à peu près un mois, on a une image globale qui est celle qu'on avait avant. Il est capable de se reconstruire pratiquement à l'identique. Il n'y a que dans certains cas, le traitement antibiotique très précocement dans la vie va pouvoir avoir un effet très long terme, éliminer certains micro-organismes qui auraient pu devenir des colonisateurs normaux. Et puis, dans le cas d'administration chronique d'antibiotiques, très souvent, très fréquemment, eh bien, on a dans ce cas-là effectivement des pertes définitives de certaines espèces ou certains genres bactériens qui ont été documentés. Merci beaucoup, j'enchaîne. Je vais vous parler de microbiote et symbiose. Pourquoi le terme de symbiose, en fait, est vraiment important? Alors, au moment de la naissance, on vient d'un environnement qui est virtuellement stérile et on va, dans le même temps, on va rencontrer le monde microbien à la naissance et puis on va développer notre microbiote intestinal pendant quelques mois et quelques années et en même temps maturer notre système de défense naturelle
Et ça conduit à cette situation où le microbiote est reconnu par nos défenses naturelles, qui sont normalement entraînées pour réagir quand les choses vont mal, quand il y a un agresseur. Et elles reconnaissent le microbiote normal comme une composante du soi, comme n'importe quelle cellule et n'importe quel tissu de l'organisme. Et le maintien de cette reconnaissance est essentiel au maintien de la santé et du bien-être. C'est une relation intime mais fragile, et elle peut être sujette à des ruptures. Une rupture au niveau écologique, au niveau de l'organisation du microbiote, ça conduit à une perte de la fonction de barrière, la fonction qui nous protège contre les microbes de l'environnement, et un risque infectieux associé. Une rupture au niveau des défenses naturelles, de l'immunité, c'est une perte d'homéostasie, c'est un risque de troubles humains, immunomédiés, comme des maladies auto-immunes ou comme des maladies inflammatoires, par exemple. Alors on sait que en face des gènes et des fonctions exprimées par les gènes humains, il y a effectivement tous ces gènes et toutes ces fonctions exprimées par les gènes microbiens. C'est vraiment le fondement de la symbiose. Le microbiote agit comme un régulateur de plein de composés, de régulateur endocrino-métabolique. C'est ce qui fait qu'il va nous aider à digérer certains composés, en fait, que nos enzymes ne savent pas dégrader. Et puis également nous fournir certaines vitamines, par exemple, certains composés, des petites molécules qui sont sources d'énergie pour nos cellules, notamment les cellules du cœur et du cerveau. Il est également régulateur immuno-inflammatoire, c'est la réaction immunitaire contre l'agresseur, mais en même temps la tolérance vis-à-vis des microbes normaux. Et puis il est protecteur antimicrobien direct, en fait. Il occupe l'espace et il ne laisse pas s'implanter des micro-organismes qui peuvent être apportés par l'alimentation ou par l'environnement. Et puis également régulateur neurovégétatif, au sens où un grand nombre des signaux qui sont produits par le microbiote vont diffuser dans tout l'organisme et vont agir à distance sur des organes comme le foie, comme le poumon, comme le cœur, comme le cerveau. Alors, un des moteurs, une des motivations du développement des travaux sur le microbiote est le fait qu'on a observé au plan épidémiologique que malgré des progrès considérables de la médecine qui avaient conduit, et c'est les courbes de gauche, à cette diminution constante et vraiment impressionnante pour certains cas de maladies infectieuses, eh bien, ce qui était observé, c'est cette augmentation, là aussi constante, la plupart du temps incontrôlée, depuis à peu près 3 générations, de l'incidence de maladies immunes. Et sont indiquées ici les maladies inflammatoires de l'intestin comme le Crohn, les maladies auto-immunes comme le diabète de type 1 ou la sclérose en plaques, immunitaires comme l'asthme, mais on pourrait mettre sur les mêmes courbes le diabète de type 2, l'obésité, la NASH ou la cirrhose pour les maladies hépatiques, et puis également, on constate aujourd'hui la même chose pour des maladies neurologiques. L'espérance de vie est menacée. Aux États-Unis, en fait, la courbe d'augmentation d'espérance de vie a passé un plateau et commence à descendre aujourd'hui, et principalement à cause de l'importance des maladies chroniques. L'Organisation mondiale de la santé nous dit que d'ici 2025, donc demain d'une certaine façon, une personne sur 4 sera atteinte d'au moins une de ces maladies chroniques. Dans l'autisme, la courbe d'augmentation qu'évoquait tout à l'heure Claire Compagnon est vraiment angoissante, on va dire. C'est une courbe exponentielle, en fait. Cette augmentation, elle est répertoriée par le CDC aux États-Unis depuis longtemps. C'était une naissance sur 5000 dans les années 70, et c'est aujourd'hui une naissance sur 44, comme ça vous a été dit. Comment on en est arrivé là? Alors probablement, possiblement, c'est très difficile de répondre de façon définitive à cette question, des changements opérés dans les 3 générations passées, qui concernent le mode et l'environnement de naissance, qui concernent les habitudes de vie, les habitudes alimentaires, et puis d'exposition à des composés de la chimie environnementale, qui sont allés bien plus vite que ce que ne peut faire l'adaptation de l'évolution du génome humain, sont en cause dans cette évolution. Alors, le microbiote étant mon objet de recherche, on a travaillé depuis maintenant presque 30 ans en fait sur l'altération du microbiote dans différents contextes de maladies, en comparant des patients et des sujets sains. Et j'ai cité ici des contextes comme les maladies liées au système nerveux central, donc l'autisme est là, la dépression résistante, la sclérose en plaques, les maladies de la sphère gastro-intestinale, maladies inflammatoires, les troubles fonctionnels intestinaux ou des maladies hépatiques, tout ce qui concerne la sphère métabolique, le diabète et l'obésité notamment, et puis des maladies immunitaires, sensu stricto, comme les maladies auto-immunes ou les allergies, puis également les thérapies du cancer. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que, bien sûr, dans ces contextes-là, on arrive effectivement à documenter une altération du microbiote, mais ça n'est pas seulement ça. À chaque fois, on identifie aussi une altération de paramètres de l'hôte humain qui nous font penser que ce qui se passe, c'est vraiment une altération de la symbiose, de la relation entre l'hôte et ses microbes. Du côté humain, c'est la perméabilité intestinale qui est observée, c'est
de l'inflammation, parfois de bas grade seulement, et puis du stress oxydatif qui vient avec l'inflammation. Dans un contexte comme celui-ci, on n'a pas d'informations en termes de causalité, donc on a quelques éléments qui permettent de nous renseigner sur la causalité et qui sont obtenus par le transfert de microbiote. On est capable de transférer le microbiote d'un patient, par exemple, vers un animal qu'on sait élever sans germe dans un environnement stérile, et on essaie de voir quand le microbiote peut construire une symbiose altérée et, ce faisant, conférer un risque ou reproduire les symptômes d'une affection chronique. Ça n'a pas été fait dans tous les domaines que j'ai cités où on a pu décrire une dysbiose, mais par contre ça a été fait dans l'autisme, j'en parlerai un petit peu, ça a été fait dans la dépression résistante, dans la sclérose en plaques, dans la maladie de Crohn, la NASH, la cirrhose et l'obésité. Et plein de travaux sont en cours aujourd'hui qui utilisent cette compétence de transfert de microbiote pour essayer d'avancer vers une mise en évidence de liens de causalité. Et puis la deuxième approche, le transfert de microbiote, qui nous permet d'avancer sur ce terrain-là, c'est le transfert de microbiote de l'humain vers l'humain, du sujet sain vers le patient. Et il y a un petit peu moins de contexte où effectivement on commence à avoir des données. Alors c'est une approche thérapeutique qui est utilisée dans une infection qui est reconnue par les agences réglementaires, et l'infection intestinale à Clostridium difficile. C'est pratiqué tous les jours en France et dans plein de pays dans le monde pour guérir des patients, avec 90% d'efficacité, donc presque mieux que pas mal de traitements qui sont utilisés par ailleurs. Par contre, ici, on est dans le domaine de la recherche. On essaye de savoir si quand on transfère le microbiote d'un sujet atteint d'une affection chronique donnée d'un sujet sain vers un patient ou un sujet atteint d'une affection chronique donnée, on arrive à résoudre, à atténuer les symptômes. Ça a été démontré dans l'autisme, j'en parlerai, dans la rectocolite hémorragique, beaucoup de travaux très convaincants, dans la cirrhose du foie et dans l'insulinorésistance. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on avait pu décrire 4 leviers, on va parler de leviers, qui sont impactés dans l'altération de la symbiose hôte-microbe. Le microbiote intestinal, la perméabilité intestinale, l'inflammation, le stress oxydatif. Et en fait, ce que l'on peut tout à fait mettre en évidence, c'est que ces leviers-là peuvent s'auto-entretenir, conduire à des causalités circulaires, l'installation d'un cercle vicieux, et dans ce cas-là, la résolution du contexte d'altération peut être très compliquée. Finalement, là où la nutrition ciblait principalement le microbiote intestinal dans la prévention, là où la médecine cible principalement les symptômes et notamment l'inflammation, eh bien on peut imaginer qu'on ouvre des possibles en termes de réel changement de paradigme, d'une approche globale qui consisterait à agir à tous les niveaux en même temps. C'est très important comme message au sens où, que ce soit pour le diagnostic, pour la prédiction, pour la prévention ou pour la thérapie, agir sur le microbiote intestinal seul n'est pas forcément la solution vers laquelle on va vouloir aller, mais par contre, agir à différents niveaux peut peut-être permettre vraiment d'être efficace dans l'action qu'on voudrait avoir sur les maladies chroniques aujourd'hui. Alors j'ai un petit dessin animé qui essaie d'expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire. En fait, je me base sur des travaux de René Thom, un mathématicien français, dans les années 80, travaux qui ont été repris par mon collègue Martin Schaeffer en Hollande depuis pas très longtemps, et qui dit que quand il peut y avoir un cercle vicieux qui s'installe dans un système complexe, à ce moment-là, on n'a plus ce continuum rassurant entre des états, mais on a des ruptures. Le continuum dont on parle ici, c'est celui entre la santé et la maladie. S'il y a un continuum, il suffit de trouver le moyen de revenir au point de départ et tout ira bien. En fait, dans ces contextes-là, on perd le continuum. Ce qui va se passer, c'est qu'on a des réelles ruptures et le retour initial pourra être très compliqué. Comment on explique ça? Bien, on a le système au départ, en fait, qui est un système vert, tout va bien, il est équilibré, il est robuste. On va le stresser. Les conditions de stress vont le déplacer, c'est le traitement antibiotique dont on parlait tout à l'heure, mais il reste résilient. Si on enlève le stress, il va revenir à son état initial. Et puis si on va au-delà de sa robustesse, il va basculer dans un état alternatif. C'est là où le cercle vicieux se met en place. Et quand le cercle vicieux se met en place, eh bien même si on enlève les conditions de stress, le retour à l'état initial ne se fera pas nécessairement. Il va rester entretenu par le cercle vicieux entre les paramètres qu'on a évoqués, le microbiote, la perméabilité, l'inflammation, le stress oxydant. Et il faudra potentiellement aller très très loin dans le retrait des conditions de stress pour espérer peut-être revenir à l'état initial. Alors, j'ai évoqué plusieurs leviers. Si on veut simplifier, le levier microbiote et le levier immunité ou défense naturelle sont vraiment des leviers majeurs.
Quand tout va bien, le microbiote est là, il exerce même des fonctions protectrices directes contre les bactéries d'environnement, et puis il parle de façon assez sereine, assez paisible avec les défenses naturelles. Il est toléré. Et puis quand les choses se dégradent, notamment avec la perméabilité intestinale qui n'est pas présentée ici, eh bien on perd les fonctions de protection, on va laisser proliférer encore plus les bactéries de l'environnement, notamment les pathogènes, et le système immunitaire va générer de l'inflammation. Et à ce moment-là, les choses vont s'auto-entretenir par le cercle vicieux. On a essayé, je vais peut-être aller un peu vite là-dessus, mais on a essayé de démontrer si c'était vrai sur un modèle animal, un modèle rat, dans lequel on induit de l'inflammation avec une petite molécule, le sodium dextransulfate, le DSS, qui fait de l'inflammation. C'est bien connu, très utilisé par des collègues qui, habituellement, après le traitement DSS, tuent les animaux et puis regardent ce qu'on a réussi à générer comme inflammation. Ici, on fait des traitements chroniques à basse dose, et puis on va laisser les animaux tranquilles pendant 40 jours. Et on ne regarde seulement qu'à l'issue de ces 40 jours, si finalement les choses sont revenues à l'état initial, on retrouve en vert la paroi intestinale normale et le microbiote normal. Ou alors, si les choses sont restées dégradées, altération durable du microbiote et de la paroi intestinale. Et ce que l'on a observé, c'est que pour les doses les plus basses, jusqu'à 1% de DSS dans l'eau de boisson pendant nos stress chroniques, eh bien, la majorité des animaux reviennent à l'état initial. On a de la résilience, finalement, on a perturbé un tout petit peu. Il y a quelques animaux qui sont finalement dans un état intermédiaire où un des paramètres va être légèrement perturbé. Par contre, avec 2 et 3% de DSS, la majorité des animaux restent dans une situation durablement altérée. Et puis, on a montré, sur la base de résultats d'une étude réalisée chez l'homme, chez l'enfant, en fait, chez les enfants qui sont atteints de rectocolite hémorragique, sur 353 enfants, en réanalysant les données, on a montré que si seulement 30% des enfants qui sont pendant 1 an traités avec des anti-inflammatoires, si seulement 30% peuvent revenir à l'état initial, l'état de résilience par rapport à la maladie, eh bien c'est probablement lié au fait que les autres enfants sont dans des états d'altération de la symbiose, de la relation hôte-microbe, qui s'accompagne d'une altération de l'inflammation très très élevée ou du microbiote très très élevé qui font que ils vont rester dans ce cercle vicieux, ils vont être maintenus, entretenus dans leur pathologie à cause du fait que la plupart du temps on ne va gérer que l'inflammation ou que le microbiote. La proposition de ce travail nous a conduit à suggérer que l'utilisation de, par exemple, la microbiothérapie, le transfert de microbiote fécal, en plus du traitement anti-inflammatoire, permettrait probablement de ramener beaucoup plus de patients dans une situation favorable. Donc, quelques messages pour conclure cette partie-là. Nos tissus et organes interagissent avec le microbiote avec des bénéfices mutuels qui sont vraiment typiques d'une symbiose. Une symbiose altérée s'accompagnera de la perte de fonctions protectrices. Et le cercle vicieux et les états stables alternatifs dont j'ai parlé pourraient être des caractéristiques d'une symbiose altérée assez typiques de tout un tas de contextes de maladies chroniques, de maladies non transmissibles dont on voit l'incidence et la prévalence augmenter aujourd'hui. Je viens prendre une question encore une fois. Oui? Vous avez parlé tout à l'heure des antibiotiques. Les gens qui prennent un traitement pour maladie chronique, qui ne peuvent pas se passer d'un antibiotique, ils ne peuvent rien faire. Alors, le microbiote va être altéré, abîmé, et on va, à mon sens, dans ce cas-là, essayer de réfléchir à la façon dont on peut le préserver, dont on peut éviter l'altération qui fait que il va basculer complètement dans quelque chose qu'on ne pourra plus jamais récupérer. Je vais revenir sur l'exemple de l'antibiotique, en fait. Quand j'étais petit, à chaque fois qu'on prescrivait des antibiotiques, on prescrivait avec des probiotiques. L'ultralevure, par exemple, ou des bactéries lactiques. Les médecins ne prescrivent plus ça, et pourtant, la Société mondiale de gastroentérologie reconnaît que 2 probiotiques sont effectivement très très bien documentés scientifiquement sur leurs effets protecteurs contre l'altération du microbiote intestinal. C'est un lactobacille et c'est une levure, effectivement, un Saccharomyces boulardii. Donc, c'est un petit peu ce que j'essayais d'évoquer tout à l'heure. On peut imaginer, concevoir des stratégies qui permettront de protéger l'écosystème intestinal contre une dégradation un peu trop forte qui va finalement causer plus de problèmes ensuite. Alors, je vais vous parler maintenant de symbiose et de l'axe intestin-cerveau en commençant par documenter comment le microbiote peut agir sur le comportement, et c'est des travaux qui sont faits principalement sur l'animal. Alors, on part d'un axe intestin-cerveau et on connaît depuis très longtemps
l'axe cerveau-intestin. On sait que le stress, par exemple, peut agir très sensiblement sur les symptômes intestinaux à travers la voie nerveuse, mais aussi à travers une voie hormonale qui est la voie de production du cortisol au niveau des glandes surrénales. Et ça, c'est très bien connu. Depuis une dizaine d'années, on a documenté comment, à partir du point de départ, écosystème et microbiote intestinal peuvent véhiculer des signaux qui vont remonter jusqu'au cerveau et agir dans le cerveau. Ça passe par essentiellement 4 voies différentes qui sont illustrées ici. La voie nerveuse, et c'est les neurones autour de l'intestin et puis le nerf vague. Et puis ça passe par la voie sanguine. Et c'est des petites molécules qui sont produites soit directement par les micro-organismes eux-mêmes. Alors, on a ici quelques exemples qui sont donnés. Les petits acides gras, ceux que j'évoquais tout à l'heure quand je disais que les bactéries produisent des sources d'énergie pour les cellules du cœur ou du cerveau. C'est des précurseurs de neuromédiateurs comme le GABA. C'est des cytokines qui sont produites par les cellules de défense naturelle, nos lymphocytes et nos cellules de l'immunité, les macrophages par exemple. Et puis, c'est des petites molécules qui sont produites par des cellules spécialisées de la paroi intestinale, les cellules entéro-endocrines, et qui toutes véhiculées par le sang et vont pouvoir agir au niveau du cerveau. Alors, ce qu'on a documenté, en comparant notamment des souris qui sont élevées sans germes, dans un environnement stérile, et des souris qui ont un microbiote normal, qu'on appelle conventionnel, c'est que des souris sans germes ont un développement cérébral qui est altéré, avec un facteur neurotrophique dérivé du cerveau qui est sous-exprimé, le BDNF, et la sérotonine cérébrale qui est surexprimée. Et des différences qui sont significatives. Donc, effectivement, quand on compare ces animaux, assez artificiels, il faut le reconnaître, mais on sait que le microbiote va pouvoir jouer un rôle. La présence du microbiote module la concentration de neuroeffecteurs dans le cerveau. Alors, un autre travail a comparé les souris sans germes et les souris conventionnelles sur la base de leurs interactions sociales. On va ici introduire une souris dans le bloc central de cet espace à 3 compartiments, sachant que dans un compartiment, il y a un congénère de la souris, et puis dans un autre compartiment, il y a un espace qui est vide. Et on mesure simplement la fréquence de passage de la souris d'un côté ou de l'autre. Ce que l'on voit, c'est que une souris conventionnelle qui a son microbiote normal va préférer, comme on s'y attend un petit peu, aller plutôt vers le compartiment où il y a un animal, un congénère, plutôt que dans le compartiment opposé. La souris sans germe, eh bien, va indistinctement d'un côté ou de l'autre. Elle n'a pas de préférence pour l'interaction sociale. Et quand on prolonge cette expérimentation, on va prendre la souris qu'on avait mis à gauche et on va la mettre à droite, et on va mettre un nouvel animal. Et là encore, on s'attend à ce que le nouvel animal soit plus stimulant, et donc il soit plus fréquenté. C'est ce qui se passe quand on a affaire à un animal, une souris conventionnelle, qui va préférer aller voir son nouveau congénère plutôt que celui qu'elle connaît déjà. La souris germ-free, de la même façon, va indistinctement à droite ou à gauche, et donc on va conclure que la présence du microbiote favorise la sociabilité et la cognition sociale. Et puis, pour aller un petit peu plus loin encore, on a des collègues canadiens qui ont pris deux lignées de souris différentes, une lignée suisse, une dite suisse, et une lignée BALB, et ce sont des souris qui diffèrent énormément. La lignée suisse est très tonique, très active, peu anxieuse. La lignée BALB est très calme et très anxieuse. Et on mesure ce paramètre-là en mesurant le temps nécessaire pour la souris pour descendre d'un petit promontoire. Simplement, quand la souris est anxieuse, elle va rester longtemps sur le promontoire avant de décider de descendre. On sait ce qui est illustré ici, c'est des temps qui sont mesurés en secondes, et c'est les temps de latence. Alors, on voit que la souris suisse à gauche, elle descend très vite, 20 secondes, alors que la souris BALB va mettre 280 secondes pour descendre. Eh bien, ces animaux ont été dérivés en conditions sans germes, et puis on a croisé les microbiotes intestinaux. Ce que l'on montre, c'est que quand la souris suisse dérivée sans germe reçoit le microbiote de sa lignée, elle reste en fait très peu anxieuse. Quand la lignée BALB reçoit le microbiote de sa lignée, elle reste très anxieuse. Et par contre, quand on croise les microbiotes, eh bien, on montre que la souris suisse devient anxieuse et la souris BALB devient un petit peu moins anxieuse que ce qu'elle n'était. Donc, le microbiote détermine, dans ce cas-là, le comportement anxieux des animaux. Et puis, pour finir, un travail qui a étudié l'impact d'un probiotique sur l'anxiété et le comportement d'abandon, une mesure que l'on considère comme analogue à une mesure de dépression chez la souris.
Donc le comportement anxieux est mesuré sur un labyrinthe en croix, on appelle ça en fait, avec une partie du labyrinthe qui est protégée par des parois et une partie qui est ouverte, un peu comme un plongeoir, où l'animal n'ira pas s'il est anxieux. Et ce qui a été montré dans ce travail, c'est que si on administre aux animaux un probiotique, un lactobacille de l'espèce Rhamnosus, eh bien on va diminuer le niveau d'anxiété, l'animal va plus longtemps passer plus de temps sur le bras ouvert et va moins rapidement abandonner finalement sa tentative de sortir de ce bocal avec de l'eau. En fait, et au-delà de ça, il a été montré que le probiotique diminue l'hormone de stress cortisol et altère les récepteurs au GABA dans diverses aires du cerveau. Donc cette partie-là, pour la conclure, le microbiote et le cerveau sont reliés par des voies de signalisation multiples. L'axe intestin-cerveau est un domaine de recherche encore récent, je dirais une dizaine ou une douzaine d'années maintenant. La présence du microbiote impacte la signalisation au niveau du cerveau, le comportement et les sensations de bien-être et d'anxiété. Et moduler le microbiote pourrait permettre de moduler ces sensations. Est-ce qu'on s'autorise à une question? Oui, je viens. Carmen? Est-ce que la prévention, c'est le microbiote en général? Est-ce qu'on peut déjà demain, on n'avait pas identifié quels sont les bons et les mauvais microbiotes? Qu'est-ce qui fait finalement que c'est un microbiote oxygène? Oui. Oui. Donc, répétez les questions. Donc, la question est est-ce qu'on peut identifier les bons micro-organismes, ceux qui vont agir effectivement, versus ceux qui vont peut-être, au contraire, empirer les choses? On a encore assez peu d'éléments, mais on a quand même suffisamment d'éléments pour que nos collègues de Cork, en Irlande, développent le concept de psychobiotique, en parlant de probiotiques qui sont effectivement plus actifs que d'autres en fait, sur des paramètres objectivables sur le modèle animal principalement, mais également aujourd'hui sur des expérimentations en humaine. Et donc j'essaierai de peut-être vous convaincre, parce que j'ai ce travers-là, que agir bien sûr directement sur le cerveau c'est important, mais on peut imaginer aussi que le microbiote va agir au niveau intestinal sur les paramètres que j'ai évoqués comme fortement impactants sur la relation de symbiose entre l'homme et ses microbes intestinaux. Je pose cette question parce que ce qui vient beaucoup de la part des parents, c'est bien sûr ça paraît très radical de faire une transplantation fécale. Bien sûr. On a tout et on recolonise tout. Bien sûr. Alors si on savait agir sur des composants, puisque c'est déjà moins anxiogène, je dirais. Oui. Ce sera ma proposition ultime, je pense. Alors, je continue à vous parler de symbiose et d'axe intestin-cerveau, et j'ouvre un volet qui est microbiote et troubles neurologiques. Et finalement, comment ça marche? Comment est-ce qu'on sait finalement assez bien comment ça peut fonctionner? Alors, les paramètres, certains que j'ai évoqués, sont importants. On sait qu'il y a une importance de l'intégrité de la paroi intestinale, il faut qu'elle reste intacte. Encore une fois, c'est une monocouche de cellules qui sépare le contenu de l'intestin, très caca en fait, et la voie sanguine. Donc on n'a pas envie que tout passe en fait. Et ça a été montré, c'est un fil conducteur récurrent dans un grand nombre d'affections chroniques où l'altération de la paroi intestinale peut être associée à de l'anxiété, à des dysfonctions cognitives, à une altération des fonctions sociales ou même parfois à la dépression. C'est un des paramètres. Une rupture de la barrière intestinale, elle a une place clé de l'altération de la symbiose, microbe-hôte, en neuroimmunopsychiatrie. Alors, ce qu'on a pu documenter, c'est que effectivement, on a cette altération de la barrière intestinale. Encore une fois, ça conduit à du passage de composés d'origine intestinale vers la voie sanguine. Ça va forcément faire réagir les cellules de l'immunité, entraîner de l'inflammation. Et ce qui a été montré, peut-être plus récemment, c'est que quand on a perméabilité intestinale, c'est plutôt la partie haute de cette illustration, et bien en même temps, ça va induire une perméabilisation de la paroi des vaisseaux sanguins au niveau du cerveau. Et donc on voit bien comment, alors c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, on voit bien comment si effectivement ces deux barrières-là s'altèrent, non seulement on va inonder l'organisme par la voie sanguine de signaux qui viennent du contenu intestinal, donc qui sont assez indésirables finalement, mais qui vont en plus passer plus facilement au niveau du cerveau, dans la sphère du cerveau, et donc entraîner une neuroinflammation. Et donc c'est, pour l'instant, le constat qu'on a pu faire, il va jusque-là. Ce qui a été montré, c'est que le microbiote lui-même, toujours en comparant nos animaux sans germes et conventionnels,
est un régulateur de la barrière hémato-encéphalique. Là, on utilise un marqueur en fait radioactif et on montre que chez le germe-free, le GF, donc la souris qui est présentée ici à gauche, on a beaucoup de passages de notre marqueur, énormément de lumière finalement tel que c'est présenté en imagerie au niveau du cerveau, par rapport à une souris conventionnelle au milieu, ou une souris anciennement germe-free qu'on a colonisée avec un microbiote de souris conventionnelle. En absence de microbiote, le traceur radioactif pénètre abondamment dans le cerveau. La présence du microbiote va vraiment réguler cette barrière hémato-encéphalique. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin avec un exemple dans la dépression. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Dans la dépression, on a effectivement montré que le transfert du microbiote du patient vers des animaux, alors ici, c'est pas des animaux élevés sans germe, mais c'est des animaux traités avec un cocktail d'antibiotiques pendant 4 semaines pour préparer l'écosystème. On les laisse tranquilles 3 jours, puis ensuite, on leur apporte le microbiote, soit des sujets en dépression, soit des contrôles. Et puis, on va, au fil du temps, après ça, analyser le comportement, les préférences alimentaires, l'anxiété par 2 systèmes différents, la motricité intestinale et la dépression. Et ce qui a été montré dans ce travail, c'est que le microbiote, que j'appelle ici dépression, induit des changements comportementaux. Il va renforcer les comportements anxieux. Et puis en parallèle de ça, ce qui est mesuré au plan de la biologie, c'est une altération des voies kynurénine-tryptophane, des voies qui sont vraiment impactantes sur la signalisation au niveau du cerveau, un léger impact sur la motricité intestinale et une tendance à un petit peu plus d'inflammation qui sont pas significatives dans cette étude. Donc on voit comment le transfert de microbiote nous renseigne pas mal dans ce contexte particulier. Et ce que l'on a fait comme pari avec des collègues sur un travail que je présente ici mais qui n'est pas encore publié, c'est utiliser le modèle souris classique qui est utilisé pour valider les médicaments antidépresseurs. Et dans ce modèle-là, les souris sont exposées pendant 4 semaines à un stress chronique. On valide le fait qu'elles ont un comportement anxieux et dépressif en utilisant les différentes astuces que j'ai évoquées auparavant. Et puis on va les traiter pendant 3 semaines. Le contrôle positif, c'est un antidépresseur, en l'occurrence la clomipramine. Et puis on va utiliser pour les traiter, par ailleurs, 3 actifs alimentaires. Le choix qu'on a fait, c'est d'utiliser des actifs qui vont agir au niveau des 4 leviers que j'ai évoqués, au niveau du microbiote, de la perméabilité, de l'inflammation, du stress oxydant, et qui sont un acide aminé, la glutamine, notamment une source d'énergie pour la paroi intestinale, un micronutriment, un polyphénol, la curcumine, le curcuma, et un probiotique, Lactobacillus rhamnosus GG, une souche probiotique qui va, elle, jouer sur à la fois la stabilité du microbiote et les paramètres de perméabilité intestinale. Elle est bien documentée aussi pour des effets anti-inflammatoires. Et puis, elle produit du GABA, donc elle va également produire des précurseurs de neuroactifs. Et ce qu'on a montré dans ce travail, en comparant donc la clomipramine, c'est la courbe rouge ici, ou la barre rouge, sur les paramètres anxieux à gauche, dépressifs à droite, on montre qu'on a une correction des paramètres de comportement avec la clomipramine, et que quand on compare nos actifs alimentaires, un par un, ou les deux, ou 2 par 2, ou les 3 ensemble, finalement, quand on met les 3 ensemble, on a autant d'effets qu'un antidépresseur, tricyclique, parentéral, dont on connaît les effets secondaires chez l'homme, alors qu'on ne s'attend pas, finalement, avec des actifs alimentaires à avoir l'effet secondaire. Donc on a un effet synergique qui est vraiment intéressant. Alors, on explore aujourd'hui les possibilités de faire financer un travail pour, chez l'homme, démontrer que ce type d'approche, finalement, aurait des effets intéressants dans la dépression, notamment la dépression résistante. Et puis j'en arrive à l'autisme. Donc l'autisme, je l'ai déjà indiqué, en fait, sur les derniers rendus de mesures d'incidence du CDC aux États-Unis, on a 1 pour 150 en 2007, c'est-à-dire une naissance sur 150 qui va au moment de la naissance ou dans les quelques années qui suivent être diagnostiqué trouble du spectre de l'autisme. En 2016, 1 sur 54, en 2018, 1 sur 44. Donc c'est vraiment une situation inquiétante, on ne contrôle pas. Une partie de l'augmentation est tout de même liée au diagnostic qui s'améliore considérablement. Quand j'en discute avec mes collègues psychiatres à Paris, c'est probablement un quart en fait, de l'augmentation qui est liée à l'amélioration du diagnostic. Malgré tout, ça conduit à tout un tas de publications
dans des magazines, au-delà des publications scientifiques, qui vraiment soulèvent le fait que c'est en société vraiment un paramètre inquiétant qui est en train de se passer aujourd'hui sous nos yeux. Alors on a essayé de documenter dans l'autisme, comme dans plein d'autres contextes que j'ai évoqués, l'altération du microbiote intestinal. Est-ce qu'il y a des anomalies de composition? Et il y a énormément de publications, les premières doivent dater des années 70 en fait. Et ce qu'il y a dans ce domaine-là, c'est qu'il n'y a pas de convergence du tout dans les résultats. Donc certains taxons bactériens, certains genres, certaines espèces sont documentés dans certaines études, puis pas dans d'autres. Et donc on hérite malheureusement d'une situation jusqu'à une époque récente en fait, où on n'avait pas de standards communs, partagés entre les laboratoires qui faisaient ces analyses et qui expliquent probablement en grande partie cette observation. Par contre, on sait que les troubles du spectre de l'autisme sont associés à des symptômes intestinaux qui sont en termes d'importance beaucoup plus importants que ce qu'on a en population générale. On dit couramment en population générale, 15% à peu près de la population va consulter en gastroentérologie pour des symptômes intestinaux. Et bien dans l'autisme, ce que j'entends, c'est que, et ce que l'on lit dans la littérature, c'est que c'est plutôt plus de 50% en fait des patients, des sujets qui vont souffrir de symptômes intestinaux. Quand c'est des enfants tout petits, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit très facile à détecter en réalité. Et malgré ça, ça peut conduire à une situation où même la prise alimentaire devient rebutante parce que chaque fois qu'on mange, on a mal. Donc c'est quelque chose de très très délicat et pourtant, d'après ce que nous dit la littérature, très important dans les troubles du spectre de l'autisme. Ce travail-là documentait à la fois les symptômes intestinaux et puis associé aux symptômes intestinaux des taux de cytokines, donc de métabolites pro-inflammatoires importants et une altération de la voie de la sérotonine également. Alors, Jim Adams, qui est un collègue américain qui travaille beaucoup sur l'autisme depuis longtemps maintenant, nous a dit que si on compare des sujets souffrant dans le spectre de l'autisme et qui ont des symptômes intestinaux très très faibles ou pas du tout, en bleu ici, versus des sujets autistes avec beaucoup de symptômes intestinaux, eh bien, on se rend compte que toutes les composantes du score, ici le score ATEC d'autisme, sont plus élevées quand on a des symptômes intestinaux plus marqués. Et en parallèle de ça, il était documenté, dans le travail, et je ne le montre pas ici, que le microbiote intestinal présente une réduction de son métabolisme avec moins d'acides gras à chaîne courte, produit des métabolites typiques de l'activité du micro-organisme. Alors, c'est un domaine qui, à mon sens, est vraiment important, y compris par rapport à la question qui a été évoquée tout à l'heure, où quand faut-il penser transfert de microbiote intestinal par rapport à d'autres approches. Et on a un travail en cours qui est financé par la Fondation Marcel Dassault, avec nos collègues de Créteil et de Grenoble, pour ce qui est de la fourniture d'échantillons intestinaux venant de ce qui est 150 patients Asperger et 50 contrôles, et avec une gradation, une stratification de ces individus en fonction de la symptomatologie intestinale. Et notre espoir ici est de pouvoir documenter si effectivement il y a une altération du microbiote qui est associée spécifiquement, particulièrement au niveau de symptomatologie intestinale observée. Voilà, ces études-là sont faites, il y a une partie d'études qui conduit à transférer le microbiote chez les animaux également, qui sont faites avec les équipes INSERM de Nantes, de Michel Meunist et CNRS de Nice de Nicolas Glachenhaus. Ça va vite. Le transfert de microbiote vers des souris sans germes, ça a été testé dans l'autisme, je l'ai indiqué, donc j'ai une diapositive qui résume les observations qui ont été faites. Je considère que cette étude est vraiment très impressionnante. En fait, c'est assez rare, et ce qu'ont fait les collègues américains, c'est non seulement transférer le microbiote de plusieurs individus dans le spectre de l'autisme ou contrôle vers des animaux élevés sans germes, mais ensuite ils ont mis ces animaux à reproduire et ils n'ont travaillé que sur la génération suivante pour essayer de voir s'il y avait des altérations. Ce qui a été montré, c'est qu'il y a des altérations du comportement, de l'expression de gènes au niveau du cerveau, notamment des gènes qui sont connus comme associés à un risque de développement, d'altération du neurodéveloppement, une altération de la barrière intestinale, du microbiote et une perte de fonction du microbiote qui se traduit par la disparition de métabolites classiques qui sont indiqués ici, le 5-aminovalérate et la taurine. Et puis ils sont allés encore un petit peu plus loin en utilisant un modèle animal à microbiote humain d'autisme et en montrant que si on remet ces petites molécules qui disparaissent, le 5-aminovalérate ou la taurine, eh bien on va corriger les composantes comportementales chez l'animal de ce qui est un mime
du spectre de l'autisme. Donc des choses que je considère personnellement assez convaincantes en termes de lien de causalité. Il y a un travail qui a été réalisé par une approche nutritionnelle globale que je trouve assez intéressante. Alors l'essai est un essai contrôlé, randomisé, en simple aveugle, qui a inclus 67 sujets autistes, âgés de 3 à 58 ans, donc une très large gamme de variabilité en fait, 50 contrôles à parier pour la distribution sur l'âge et le sexe, et c'était un traitement séquentiel. Pendant un an, où les sujets recevaient au début des suppléments minéraux et vitaminiques, puis des acides gras essentiels, puis des sels d'Epsom, puis de la carnitine, puis des enzymes, et enfin un régime sans gluten, caséine et soja. Et l'évaluation finale a été compilée à 365 jours en se basant sur les symptômes d'autisme, sur l'âge développemental, sur les capacités intellectuelles non verbales, et puis le statut minéral et vitaminique par la biologie. Et les résultats principaux ont été une amélioration supérieure avec le traitement de tous les paramètres et un impact plus marqué, et c'est des effets qui sont rapportés par les parents, pour 3 composantes: la supplémentation minérale et vitaminique du début, les acides gras essentiels, assez précoces aussi, et puis le régime sans gluten, caséine, soja qui était plutôt proposé en fin de parcours. J'ai juste une petite diapositive qui exprime ce que ça m'évoque à moi, après vous avoir dit que le microbiote, la perméabilité intestinale, l'inflammation, le stress oxydant, tout ça peut tourner en cercle vicieux, et on connaît des actifs alimentaires par exemple qui peuvent être des modulateurs de ces différentes composantes. Et en fait, quand on les pose sur une représentation assez globale comme ça, j'ai fait sortir en rouge des composés qui sont ceux qui sont rapportés dans la publication de Jim Adams que je viens de mentionner. Les vitamines, on sait que la vitamine C, la vitamine E sont des antioxydants, et également pour la vitamine E, a un rôle anti-inflammatoire. Les oligoéléments, les minéraux, la supplémentation minérale dans l'étude, ça peut effectivement apporter des effets intéressants sur le stress oxydant. Les acides gras essentiels, oméga 3, vont jouer sur l'inflammation et la perméabilité, et l'exclusion du gluten, de la caséine et du soja peut également agir sur les paramètres d'inflammation. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Et puis, finalement, on va aller jusqu'au transfert de microbiote vers des enfants autistes. Ça a été fait par Jim Adams, là encore, dans un travail un premier travail publié en 2017. Un travail qui portait sur un essai ouvert, 18 enfants autistes, 80% qui sont classés autistes sévères, tous avec des symptômes intestinaux. La promesse étant de résoudre les symptômes intestinaux dans ce travail. Il y a une préparation pendant 15 jours où les sujets reçoivent de la vancomycine puis une préparation colique avant de recevoir une dose assez forte de microbiote intestinal de sujets non autistes, et puis des doses quotidiennes pendant 2 mois. C'est un régime assez solide, on va dire, parce que c'est plus que très souvent ce qui est réalisé dans d'autres contextes. Les sujets sont suivis 4 mois. C'est un antibiotique, tout à fait. L'idée étant de préparer l'écosystème en diminuant le microbiote intestinal. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire en soi, du tout, par rapport à ce qui est fait dans d'autres contextes, mais voilà, ça a été fait dans ce travail. Ce qui est mesuré, c'est le microbiote, les symptômes intestinaux, les scores des composants de l'autisme, et les résultats sont une amélioration rapide et globale. Alors on va regarder en haut le graphe. En 2 semaines, on a une amélioration significative des symptômes intestinaux. Et puis ça continue à s'améliorer au fil du temps pendant tous les 4 mois de l'étude. Il faut attendre 1 mois pour voir une amélioration significative des paramètres de l'autisme sur la base d'un score qui s'appelle le PGI-3, que moi personnellement je ne connais pas et que peut-être certains d'entre vous connaîtront. Et ce score, il est amélioré en 4 semaines. Ce n'était pas nécessairement les attendus ou les promesses de l'étude, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et puis ce qui s'est passé, c'est que les parents sont revenus vers les collègues, vers Jim Adams, en lui disant « mais nos enfants, vraiment, ça va beaucoup, beaucoup mieux ». Et donc, il a republié, 2 ans après, un travail qui montre qu'il n'y a plus que 20% d'autistes sévères à la sortie, contre 80% au début, et 40% des enfants sont sortis du spectre de l'autisme, suite à une intervention de 2 mois avec du transfert de microbiote intestinal. Chez les enfants autistes avec symptômes intestinaux, je suis obligé d'insister beaucoup sur ce paramètre parce que je pense que ça compte énormément. Je pense que la symbiose est très altérée quand on a des symptomatologies intestinales, et c'est peut-être ça qu'on a d'abord et avant tout réparé dans ce contexte-là.
Alors, qu'est-ce que fait le transfert de microbiote fécal? Je l'illustre ici dans un contexte un peu particulier avec la société Mad Pharma que je conseille. C'est des patients atteints d'un cancer du sang et qui vont subir assez rapidement après le diagnostic une chimiothérapie. En l'occurrence, on a fait un travail qui a consisté à faire de l'autogreffe fécale. C'est leur microbiote intestinal qui est prélevé avant la chimiothérapie et les antibiotiques, qui est conditionné et puis qui leur est réadministré pour voir si on arrive à reconstruire le microbiote à l'identique de ce qu'il était au départ. On sait qu'il est très abîmé, on sait que les patients dans ces contextes de chimiothérapie reviennent à la maison une dizaine de jours, une quinzaine de jours avant la chimiothérapie suivante, et la plupart du temps, pendant ce temps-là, ils ont une diarrhée permanente en fait. Ils sont très très abîmés. Ce que montre le petit graphe en rond, c'est toute la diversité du microbiote intestinal à gauche. On a énormément de petits textes en fait qui sont des espèces bactériennes différentes. Une grande diversité, c'est ce qu'on a quand tout va bien. Et puis ce que montre le V2 au milieu, c'est une dysbiose majeure avec un groupe microbien qui domine tout. En fait, et ça c'est complètement normal. On reconstruit et on retrouve l'énorme diversité du microbiote intestinal. À V3, c'est le moment où le patient revient à l'hôpital et où on a pu effectivement prélever et caractériser son microbiote. Donc, simplement sur la base du microbiote, c'est ce qu'on peut s'attendre à être capable de faire par le transfert du microbiote fécal. Voilà, donc pour conclure, l'humain est microbien, écosystème, symbiose. Une symbiose altérée, c'est un facteur de risque. Une symbiose altérée, c'est associé à de nombreuses affections chroniques, la plupart non transmissibles, y compris des troubles de neurodéveloppement et de santé mentale. Le maintien de la symbiose et sa restauration, dans certains cas, ont leur place dans une stratégie globale de prévention et de thérapie. La nutrition et les compléments alimentaires sont des leviers majeurs, je pense majeurs à considérer en termes de prévention, et certainement en premier, avant le transfert de microbiote fécal pour essayer d'améliorer un contexte qui peut être abîmé. Alors, je vais vous remercier de votre attention. Je vais ouvrir à quelques questions, bien sûr. Sur cette diapositive, voilà, je voudrais vous dire de prendre bien soin de votre symbiose, en fait, d'abord et avant tout. J'ai mis une photo avec les collègues de l'INRAE qui travaillent auprès de moi. Et puis, pour terminer, je vais laisser cette diapositive. C'est en anglais, mais ce film-là, qui a été produit par Arte, existe aujourd'hui. Il est accessible sur Internet très facilement. Il est gratuit, je crois même. Ça s'appelle Le microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre. Et ça vous donne un petit peu l'histoire que je viens de vous raconter, mais de façon plus imagée et avec plein d'interventions de collègues à l'international qui racontent de vraiment belles histoires. Voilà, je vous remercie de votre attention.